Bonjour, bienvenue dans votre émission, c'est Décideurs du droit. Aujourd'hui, je reçois Clotilde Lepetit et Xavier Autain, candidats à l'élection au bâtonnat et au vice-bâtonnat du barreau de Paris, qui aura lieu les 24 et 26 novembre prochains. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le cœur de vos propositions, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Xavier Autain, je suis avocat depuis 27 ans. J'exerce dans un cabinet qui s'appelle Luçan, qui est un vieux cabinet parisien, où nous sommes 23 avocats. Je fais principalement du contentieux. Le cabinet fait 80% de contentieux, 20% de conseil. Voilà, j'ai été formé par un pénaliste il y a bien longtemps qui s'appelait Olivier Metzner. Et vous, Clotilde ? Alors moi, j'étais institutrice dans une première vie et puis je suis devenue pénaliste. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Setback Avocat avec 3 de mes consoeurs et amis. Et je peux dire que professionnellement, je suis née dans la déontologie, si je peux me permettre, puisque ma toute première collaboration a été celle d'assistante en déontologie au sein de l'ordre. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous présenter ensemble ? Alors, je commence. Parce qu'on a des parcours croisés complémentaires au cours desquels on s'est rencontrés, parce que nous en sommes devenus amis et puis nous partageons des convictions et des idées à force d'avoir échangé et travaillé ensemble. Voilà. Ouais, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. On se connaît, on s'estime, on s'aime. Donc on a un vrai binôme qui est un lien amical. Et qui peut construire des choses. Voilà, on n'a pas fait quelque chose qui était électoral, on a fait quelque chose sur lequel on sait qu'on s'entendra et que notre mandat, si nous sommes élus, sera un mandat de cohésion. Alors, vous venez de publier votre programme il y a quelques jours. Quels sont les principaux axes de ce programme, Xavier ? Tu veux commencer ? Je commence Allez, vite fait. Bon. En fait, il y a trois points importants. Je vais laisser ensuite Xavier poursuivre. Mais on a une question. On veut porter la transparence jusqu'au boutiste de la vie publique. Attention, je ne suis pas dans l'ultra-transparence comme portant atteinte au secret professionnel ou à la vie privée. Je parle juste de la transparence de la vie publique qui à aucun moment ne vient contrecarrer le secret, ce qu'on pourrait imaginer à force de wording. Voilà. Et puis travailler l'éthique au sein de l'ordre et de ses élus, systématiquement pour créer une confiance à l'égard des confrères qui ne votent pas assez et qui sont trop désintéressés ou qui ressentent un entre-soi, à tort ou à raison, mais une éthique, ça permet d'obliger et ça crée la confiance. Et puis moderniser et rendre plus efficaces les services de l'ordre dans tout leur panel à l'égard des confrères. Voilà. Xavier, vous voulez ça, c'est dans les fonctions régaliennes, effectivement, de l'ordre. Au-delà de ça, on pense que l'ordre doit être un facilitateur. Il doit aider, offrir, il doit labelliser un certain nombre de partenaires. Il doit, par exemple, réfléchir à pouvoir escompter les honoraires des confrères lorsqu'ils sont contestés, parce que les questions de trésorerie sont importantes. On doit pouvoir analyser économiquement. L'économie n'est pas un gros mot pour les avocats. On doit pouvoir accompagner ceux qui vont bien comme ceux qui ne vont pas bien, essayer de prévenir avec des mesures concrètes. Notre programme, c'est des principes, mais aussi des mesures très, très concrètes, très pratiques, dont chaque confrère, je crois, pourra apprécier l'efficacité et l'effectivité assez rapidement. Il y a comme plein de petites preuves dans notre programme de nos intentions. Alors revenons maintenant sur la crise profonde. Je crois que c'est dans le rapport Perben, il y a ce constat. Il y avait déjà ce constat dans le rapport Aéry. Là-dessus, il y a eu la réforme des retraites, il y a la crise du Covid. Alors comment aider les avocats à surmonter les difficultés économiques ? Je crois qu'il faut faire une différence, barreau de Paris peut-être avec les autres barreaux. On a des spécificités à Paris, c'est-à-dire qu'on a des grandes locomotives. On a un barreau d'affaires qui est extrêmement entreprenant, innovant, et puis un barreau qui est peut-être un petit peu plus compliqué parce que faisant beaucoup de droits des personnes, la clientèle est peut-être moins solvable et c'est plus compliqué. C'est à l'ensemble de ces barreaux qu'on veut s'adresser, parce que l'ensemble de ces barreaux ont été impactés. Je vous parlais tout à l'heure de l'escompte, c'est une des idées. Mais pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer un barreau, il faut peut-être savoir qui il est. Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de comprendre. Donc il faudra sans doute, c'est ce qu'on a suggéré dans un article de juin dernier, créer un observatoire économique du barreau de Paris. Savoir quel est le chiffre d'affaires du barreau de Paris, dans quel secteur il a lieu, quels sont les marchés en croissance, quels sont les marchés matures, quels sont ceux où on a besoin de confrères demain, dans quelle mesure est-ce que des confrères qui exercent dans une matière mais qui est un peu en décroissance pourront se réorienter. Et donc il faut prévoir à côté de ça de la formation
Pour la crise, il faut prévoir donc l'escompte, il faut prévoir des accompagnements économiques, il y en a un certain nombre qui existent à l'ordre, des accompagnements psychologiques, parce que je crois que notre profession est très exigeante, donc il y a du burn-out. Bref, il y a toute une thématique pratique, très pratique. On est à chaque fois très pratique. On parle de grandes questions et on arrive à des solutions concrètes. L'ordre doit être un outil au service des 30 000 avocats parisiens, et même des 32 000 si l'on compte les avocats honoraires qu'il ne faut pas oublier. Alors, parmi les avocats qui sont particulièrement touchés par la crise, il y a les jeunes avocats. Est-ce que vous avez des propositions à leur faire, aux jeunes barreaux ? Déjà, les aider. Enfin, très souvent, les jeunes confrères et les collaborateurs se sentent complètement perdus. Ils prêtent serment. Il y a cette belle journée dans la bibliothèque des avocats au cours de laquelle ils prêtent serment. Et leurs familles mettent leur robe pour la première fois. Et puis ensuite, ils sont un peu jetés dans cette espèce de grand bain d'avocats. Et ils n'entendent plus jamais parler de l'ordre. Et puis, ils ne savent pas où s'orienter quand ils sont en difficulté. Alors, il y a des choses qui existent. L'ordre a mis en place des choses. Nous, d'abord, on veut les poursuivre, les améliorer, mais surtout les communiquer. Des petites choses toutes bêtes. Quand vous prêtez serment, on vous remet une information papier, mais entre les mains, dans laquelle vous avez le numéro de la commission harcèlement discrimination, le numéro des référents SOS collaboration. Vous avez également les questions d'égalité et de trajectoire. Vous avez le mentoring, c'est-à-dire que la possibilité aussi de créer des parrains, un peu comme à l'Institut de l'engagement, qui est une très belle machine pour lutter contre la discrimination, des avocats engagés et reconnus dans certains secteurs du droit, ou qui se mettraient au service de jeunes confrères, de jeunes qui viennent de prêter serment et qui demandent de l'aide, un accompagnement pour connaître les codes, rentrer dans les réseaux et ne pas être perdus et créer ce lien avec ce que j'appelle un parrain ou une marraine. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à exercer, on sait qu'il y a des difficultés, que le métier est très exigeant et que parfois, il y a certaines situations qui dérivent sur du harcèlement. Il existe la comadis, mais nous pensons qu'il faut faire un partenariat avec le défenseur des droits qui, par la loi organique, possède des pouvoirs d'investigation importants et permet d'avancer et de faire en sorte que certains comportements qui apparaissaient comme normaux il y a quelques années, on était très sur le dos de collaborateurs ou de collaboratrices, ces comportements puissent cesser, que les gens puissent évoluer. On peut même se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas proposer des cours de management quand on signe des contrats de collaboration aux patrons qui les signent. Parce que gérer une équipe, ça peut apparaître naturel, ça ne l'est pas forcément. Il y a des choses où voilà, il faut respecter, il faut avoir cette confraternité-là. Voilà, réfléchir, faire les choses avec plus de douceur et de confraternité peut-être qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez évoqué la question du harcèlement. Vous pensez que ça a évolué depuis le rapport justement du défenseur des droits ? Ah oui. Oui, véritablement, on a à l'ordre depuis quelques années des figures investies, engagées. Je veux dire, on n'est pas là pour tout refaire comme si ça n'avait jamais existé. Simplement, encore trop méconnu. Et je m'en aperçois parce que j'ai pu avoir en charge la commission harcèlement et discrimination qui avait été mise en place notamment sous l'autorité de Valérie Duès, RUF, qui est une excellente consoeur. Et cette commission, elle est trop peu saisie alors que j'entends beaucoup de situations de harcèlement qui par ailleurs sont étudiées chez le défenseur des droits. Voilà. Donc manifestement, on ne se tourne pas encore assez vers l'ordre, qui manque de moyens d'investigation et de possibilités d'aller y regarder, ou peut-être encore d'une communication réelle. C'est-à-dire, en fait, remettez entre les mains des collaborateurs les liens directs pour saisir et expliquer-leur comment ça marche. Faire des formations, ne serait-ce que sur l'ordre et ses machines et ses services. Alors, une autre question qui est particulièrement prégnante dans la profession, c'est la question de l'égalité, une profession qui est largement féminisée. Et pourtant, quand on arrive dans la hiérarchie des associés, il n'y a pas beaucoup de femmes. Comment faire ? Moi, j'ai pu, quand j'étais au Conseil national des barreaux, j'ai eu l'immense honneur de présider la toute première commission égalité professionnelle et lutte contre les discriminations. C'était à la fois une commission extrêmement à la mode, dont on disait beaucoup de bien, parce qu'on ne va pas dire qu'on est contre, simplement qui était quand même malmenée et parfois un peu méprisée. J'ai pu entendre des confrères et des consoeurs nous traiter de commission bigoudi, je le dis. Voilà, donc on est à la fois un peu à la mode, à la fois décrié, ou en tout cas malmené. Toujours est-il qu'on avait mis en place quelque chose qui est important et qui doit infuser dans les cabinets, notamment pour être en phase avec les entreprises d'aujourd'hui et les opérateurs
opérateurs économiques et de droit, la responsabilité sociétale des cabinets d'avocats. On a des chartes, on a des outils d'autodiagnostic pour accompagner les confrères. On peut accompagner les confrères pour individualiser ces chartes selon le type et l'identité des cabinets. C'est vraiment un outil de communication merveilleux pour les cabinets vis-à-vis de leurs partenaires. Peut-être je peux te laisser poursuivre, ouais. mais voilà. On se rend compte en amont que, je veux dire, faut arrêter avec l'espèce de légende qui laisserait penser que les femmes sont investies dans certains secteurs, type un peu de droit pénal, un peu de droit de la famille. C'est pas vrai. Les femmes consoeurs, elles sont partout. Et quand elles sont dans des domaines, entre guillemets, vus comme plus masculins, eh ben elles y ont exactement la même réussite. Mais au global, quand on fait une image globale, effectivement, la rémunération des femmes est inférieure à la rémunération des hommes, et leur place en tant qu'associé, managing partner, est moins fréquente. Voilà. Eh bien, il faut inciter, et ne serait-ce qu'en parler régulièrement, remettre ça sur le chantier, sur le métier, de façon à ce que les gens se rendent bien compte que c'est une évidence. Voilà, et que les évidences y vont de soi. Avec les chartes, vous nommez les problématiques et vous forcez les regards à mieux nommer les choses. Vous enlevez un peu de malheur au monde, si je peux prendre la formule de Camus dans l'autre sens. Et par ailleurs, aussi faire des formations sur les biens inconscients. Ça permet aussi de corriger des façons de faire qui parfois manquent un tout petit peu. Alors, vous avez évoqué tous les deux la nécessité de moderniser les services de l'ordre. Quel dysfonctionnement vous constatez et quelles sont vos solutions ? Globalement, l'ordre, ça fonctionne assez bien, il faut le dire. Alors même si régulièrement, ce qu'on entend, c'est les mécontentements, mais les gens se souviennent souvent des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui sont là à l'heure. L'ordre, ça marche bien. Mais il y a un certain nombre de choses qui pourraient marcher mieux. On ne va pas, encore une fois, casser la baraque. Et le changement que nous portons est un changement qui tient de l'évolution et pas de la révolution. La direction de l'exercice, par exemple, qui est celle qui reçoit les évolutions de formation, les inscriptions, etc. Cette direction est un peu monocéphale en ce qu'elle a un seul interlocuteur. Or, on sait qu'il y a différents types de cabinets. Il y a des cabinets de 1 à 10, il y a des cabinets de 10 à 30, il y a des cabinets de 30 à 60, et les problématiques ne sont pas les mêmes. Sans doute faut-il dédier des interlocuteurs différents à ces problématiques différentes, de façon à gagner en efficacité. De la même manière, il y a régulièrement des questions qui sont posées par des confrères et qui restent sans réponse. On accuse réception de la question, mais on est sans réponse. Eh bien, face à cela, nous pensons qu'il doit sans doute être nommé au sein de l'ordre un officier d'éthique et de conformité, un compliance officer, pour employer ce mot anglais, une espèce de référent, qui permette de poser les questions quand l'ordre bloque, quand quelque chose n'avance pas à l'ordre. Ce compliance officer rendant un rapport chaque année, il aurait une indépendance, pour permettre d'éviter justement parfois que l'entre-soi ordinal perçu de l'extérieur, qui n'est pas si vrai, mais qui a quelques rémanences, que cet entre-soi ne perdure pas et que nous soyons à la hauteur des défis d'un ordre de 30 000 avocats. Oui, c'est ça. Et par ailleurs, professionnaliser la déontologie. Publier les décisions déontologiques lorsqu'elles ne sont pas... publier les décisions déontologiques et puis avoir des déontologues qui rendent des décisions systématiquement cohérente et conforme à la jurisprudence qui doit être lisible et connue de nos confrères, ou en tout cas accessible. Ça permet une cohérence, ça évite l'entre-soi, ça crée de la confiance et ça donne une lisibilité et une sécurité pour les confrères qui en ont besoin. Il y avait un rescrit qui avait été imaginé et qui avait failli aboutir, je crois que c'était sous le bâtonnat de Frédéric Sicard. Ça n'a pas été mené à son terme, c'est dommage, c'est une très bonne idée, je pense qu'on fera ça, de façon à gagner en sécurité juridique pour tous les confrères qui ont un problème déontologique. Alors on arrive au terme de cet entretien. Quelle est au final votre ambition pour le barreau de Paris ? Je crois que c'est d'avoir un barreau qui soit aussi moderne que ses membres. On a un barreau de Paris qui est vécu comme souvent opaque, distant, entre soi, pas très efficace. Il n'y a que 10 000 votants sur 32 000 personnes. 10 000 votants sur 32 000 électeurs, c'est trop peu. Cela fait que les gens ne sont pas, ceux qui gouvernent l'ordre ne sont peut-être pas assez attentifs à ces 22 000 taiseux. Moi, je mets souvent en parallèle 70% d'abstention, 70% de gens qui font du conseil. 70% du chiffre d'affaires est fait en conseil. Est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Est-ce qu'il ne faut pas se poser les questions de la nécessité d'être l'ordre de tous ? Et que ce ne soit pas simplement un 20 mots, mais qu'il y ait de la praticité. Notre programme est plein de ces choses-là. Et puis un ordre plus fort de sa représentativité et donc de sa crédibilité, tant vis-à-vis des confrères et de l'ensemble du barreau que vis-à-vis des interlocuteurs publics. En fait, plus on est démocratiquement élu, plus on est fort. On va terminer là-dessus.
Clotilde Lepetit, Xavier Autain, merci d'être venus sur le plateau de Décideurs du droit. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Décideurs du droit.